Bonsoir, on est mardi 30 janvier, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a regagné la capitale, donc après avoir pris part aux travaux du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et début de négociations à Sitchi, l'initiative de Moscou concernant la situation en Syrie. Bonsoir. Après avoir participé aux travaux du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale dans la matinée. À sa descente d'avion, donc le numéro 1 djiboutien a été accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et par les hautes autorités civiles et militaires du pays. Et durant ce déplacement, le chef de l'État a été accompagné par le chef de la diplomatie et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Ce 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est clôturé donc hier aura permis la passation de la présidence de l'organisation panafricaine entre le président Alpha Condé de Guinée et Paul Kagame du Rwanda. Le président rwandais, Paul Kagame, a donc officiellement succédé à Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Alors Hussein, bonsoir. Alors nous savons Hussein que le chef de l'État en marge de ce 30e sommet a eu donc des rencontres avec ses pairs africains. Outre les rencontres bilatérales donc qui ont eu lieu en marge de ce 30e sommet de l'Union africaine, peut-on tirer un bilan général? Oui, donc effectivement Ahmed, et le 30e sommet de chefs d'État et de gouvernement donc de l'Union africaine s'est donc clôturé donc hier à Addis Abeba. Donc la présidence tournante de l'Union donc est passée au chef de l'État rwandais donc Paul Kagame donc qui a proposé plusieurs initiatives visant donc à réformer l'organisation et lui assurer entre autres l'autonomie des gestions donc financières afin de ne plus donc dépendre des aides extérieures pour son donc fonctionnement. Pour assurer cela donc un taxe de 0,2% sera prélevé sur certaines donc importations, mais des divergences subsistent. C'est le cas également de l'introduction d'un passeport donc africain qui donc permettra de faciliter la circulation de personnes. Ce passeport donc Ahmed sera d'abord détenu par les grandes et importantes personnalités telles que le ministre, le parlementaire, le haut fonctionnaire donc des États membres de l'Union, puis donc élargi dans un second temps aux citoyens ordinaires. Le sommet donc Ahmed a lancé le marché unique du transport aérien pour donc ouvrir l'espace donc aux compagnies de transport aérien. Donc le sommet Ahmed a également abordé la création de la zone libre des échanges continentaux. Un sommet donc spécial pour approfondir donc cette question s'éteindra donc en mars prochain. Ce dossier donc a été confié donc au président du Niger donc Mahamadou Issoufou qui a appelé le pays donc les Africains à s'engager dans la réussite de l'initiative. Plusieurs donc autres réunions ont eu lieu donc en marge de ces sommets. Les conseils donc de paix donc et de sécurité qu'a intégré la République de Djibouti s'est penché donc sur plusieurs questions brûlantes donc notamment la crise prévalente en Somalie, au Sud-Soudan, en Libye, au Mali, aux républiques centrafricaines ou en République démocratique du Congo où des élections donc présidentielles Ahmed est tardé à être organisées. Merci Hussein. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a parrainé ce matin une cérémonie de réception de dons de matériel de communication et d'information octroyés par l'Organisation internationale pour les migrations et destinée à la cellule de communication de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'ONARS a vu la participation du secrétaire exécutif de l'institution, Hussein Hassan, de la représentante de l'OIM, Nalini Verasamy, et du représentant du HCR à Djibouti.
Le ministre de l'Intérieur donc a officiellement inauguré le nouveau bureau de communication de l'ONARS qui sera en charge de la médiatisation de l'ensemble des activités du bureau de l'ONARS. Et grâce à ces nouveaux équipements, la visibilité des efforts menés par l'ONARS et le ministère de l'Intérieur seront assurées afin de vulgariser les textes de loi en vigueur et les 2 décrets d'application promulgués par le président de la République. Depuis quelques années déjà avec l'ONARS et qui se renforce et qui se renforcera encore plus cette année dans le cadre de la réponse de la question de la migration mixte et de la protection et de l'assistance directe aux migrants vulnérables. Donc tout simplement pour réitérer notre appui du système des Nations Unies, mais particulièrement des agences qui appuient directement l'ONARS, donc le HCR et l'OIM, pour vous réitérer notre support, notre appui cette année dans le travail que nous faisons ensemble sur la question de toutes ces questions humanitaires relatives à la protection des migrants, des réfugiés, toutes ces personnes vulnérables qui sont sur le territoire djiboutien et qui nécessitent une certaine assistance. Je pense que ces équipements vont beaucoup aider à mieux médiatiser, mieux sensibiliser la population djiboutienne, mais aussi aller vers ces migrants, les sensibiliser sur les risques de cette migration irrégulière. Donc ce travail va uniquement renforcer à travers ces équipements le travail qu'on fait déjà. Et donc encore une fois, merci à l'ONARS pour votre collaboration. Je remercie le ministère de l'Intérieur et le ministre personnellement pour son appui. Et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darara, dans un mot prononcé à cette occasion, remercier l'Organisation internationale pour les migrations pour ce généreux don. On l'écoute. Il est très agréable de vous accueillir au siège de l'ONARS, qui s'est réjoui d'abriter cette merveilleuse cérémonie de réception de dons de matériel de communication et d'information. J'aimerais à ce titre, Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, rendre hommage et exprimer nos sincères remerciements à l'Organisation internationale pour les migrations et particulièrement à la chef de mission ici présente, Mme Lalni, qui nous a offert grâce. Nous nous réjouissons du partenariat fructueux existant entre l'ONARS et l'OIM dans la gestion de la migration mixte. Dans ce cadre, ce matériel composé de caméras vidéo et d'autres accessoires viennent à point nommé. Ils permettront au nouveau bureau de communication que nous avons l'honneur d'inaugurer ce matin de jouer pleinement son rôle. Mesdames et Messieurs, Excellences, c'est avec un grand plaisir que je me permets de vous informer que l'ONARS va célébrer son 40e anniversaire le 21 février 2018. Nous remémorons avec fax l'histoire de cette institution républicaine qui a œuvré au fil du temps pour ouvrir les gîtes et le couvert aux milliers de personnes fuyant des guerres, la famine et les sécheresses. En ces temps où les masses médias, les réseaux sociaux sont développés, l'effet démultiplicateur des moindres faits et gestes des sociétés et des individus, nous devions de renforcer la médiatisation, de lutter contre la détresse humaine et que nous essayons tant que bien que mal d'adoucir à l'aide de nos maigres ressources. Et l'OIM a immédiatement embarqué dans son formidable entreprise humanitaire comme elle l'a toujours fait. Nous sommes donc heureux de mettre en œuvre ces bijoux technologiques qui vont, à ne pas douter, apporter plus de lumière sur la mobilisation et le travail humanitaire au quotidien en faveur de nos frères et sœurs en situation de détresse. Grâce à ces nouveaux équipements, la visibilité des efforts menés par l'ONARS et notre ministère de tutelle seront assurées afin de vulgariser la loi et les décrets d'application promulgués par le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en 2017. Et le ministre de l'Intérieur a pour sa part indiqué que ces matériels de communication et d'information donneront un coup de pouce à l'engagement de l'ONARS. On l'écoute. Aujourd'hui, notre cérémonie concerne le lancement du bureau de communication de l'ONARS, qui va également jouer le rôle au ministère de l'Intérieur dans son ensemble. Cette idée, nous avons beaucoup réfléchi qu'il faut équiper l'ONARS des matériels de communication. En effet, tout ce que nous faisons en faveur des réfugiés et des migrants
n'est-ce pas? C'est pas connu dans le monde. Il faut des images. Il faut la communication. Et pour preuve, il faut toujours avoir des images en place. J'étais, il y a quelques mois de cela, à Genève, avec la représentante de l'OIM. C'était une réunion de l'OIM. Nous avons projeté des images qui nous proviennent de l'Éthiopie. N'est-ce pas? Ces images ne relataient pas ce qu'on fait réellement à Djibouti, les efforts du gouvernement djiboutien. C'est pour cela que nous avons adressé officiellement notre demande à la représentante de l'UM ici présente pour les matériels de communication. C'est un don. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore une fois la représentante de l'UM ici présente qui nous aide toujours depuis son arrivée, mais également sans oublier notre grand ami, le HR, monsieur le représentant du HR, qui est là aussi également. Nous allons continuer de travailler main dans la main. Soyez assurés de mon soutien indéfectible, parce que tous les trois, le gouvernement djiboutien, le HR et l'OIM assistent des êtres humains vulnérables. Et nous avons nommé comme chef de service de communication Madame Asma, ici présente. Et désormais, la parole et les images doivent parvenir de l'ONARS. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a reçu hier une délégation de la Banque mondiale conduite par Safa Al-Taher, responsable du secteur de l'éducation pour la région Moyen-Orient et Afrique de l'Est. La rencontre a vu la participation du secrétaire général du MENFOP et de l'ensemble des hauts cadres et responsables du ministère. Le ministre a d'abord remercié la Banque mondiale pour l'appui constant apporté au secteur de l'éducation avant de céder la parole au directeur du bureau d'exécution des projets. Ce dernier a présenté l'état d'avancement des projets d'éducation en cours d'exécution dans le schéma directeur de l'éducation et le plan d'action de l'éducation 2017-2019, laissant au soin du ministère la conclusion. Le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud donc a fait une évaluation des projets ASIGEF et PAEC qui sont mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale et arrivent jusqu'à leur terme. Et par ailleurs, le ministre a souligné l'intérêt d'accélérer la réalisation des projets dans tous les niveaux, tout en rappelant que son département agissait à travers une série de paramètres comme la réduction des effectifs d'élèves dans les classes, la suppression des doubles flux, la transformation de la pratique en classe pour garantir un enseignement de qualité à tous les élèves de la République. Et de son côté, la directrice pour l'éducation des enfants, Safa Al-Taher, a insisté sur la mise en place de la formation des enseignants pour bien assurer donc l'apprentissage scolaire. Elle s'est dite réjouie des avancées majeures, surtout en matière de scolarisation universelle de tous les enfants de la République dans les différents niveaux d'enseignement. Beaucoup qui était fait, il y a beaucoup qu'il faut le faire. Alors nous sommes partenaires, on va travailler ensemble pour réaliser toute la vision pour l'éducation pour les élèves, les enfants de Djibouti. Merci. Une conférence sur les recherches archéologiques menées en République de Djibouti s'est déroulée hier au CERD, le centre d'études et de recherche scientifique. Deux archéologues, à savoir Xavier Guterres et Jessie Collier, ont exposé aux participants les résultats de leurs recherches et le contenu de leurs travaux sur plusieurs zones ou sites anciens. Ils ont ainsi découvert sur les secteurs dits d'Asakoma, dans le bassin du Gobaad, un site néolithique relatif à la dernière période de l'âge de pierre, soit entre 10 000 à 7 000 ans. Ce site situé
situé à une centaine de kilomètres du lac Abbé, a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles. Daté du 2e millénaire avant notre ère, ce site a fourni d'abondants objets, des objets en bois, une céramique décorée, des outils en os et des éléments de parure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, ont suivi donc les exposés et les deux chercheurs. Selon les deux archéologues Xavier Guterres et Jessie Collier, l'économie d'Arasakoma était fondée sur la pêche, la chasse, l'élevage du bœuf et la cueillette de graminées. Pour mettre à jour et analyser avec l'appui attentif de Monsieur le directeur de l'IRA. Vous nous présenterez dans un instant le résultat de ces travaux qui, pour répondre à l'époque à la demande du directeur du CERD, M. Anis Abdallah, ont commencé dès 1984 avec vos prédécesseurs Jean Chavaillant et Roger Joussaume, puis un peu plus tard M. Xavier Guterres. Ce dernier vous a passé le relais il y a 4 ans. Il nous parlera tout à l'heure du bel ouvrage qu'il vient de publier. Je me réjouis de savoir qu'une équipe d'archéologues français, en parfaite collaboration avec l'équipe djiboutienne de l'IRA, contribue si efficacement à éclairer d'un jour nouveau le plus lointain passé de ce pays. Et pour plus de précisions concernant cette conférence, écoutons les explications du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je suis très heureux tout d'abord de partager avec vous ce moment, disons-le, historique, puisqu'il s'inscrit avant tout dans l'histoire. Très jeune, j'ai vécu l'expérience qu'il y a eu d'échange dans ce moment, je dirais, d'humanité, mais d'humanité dans l'échange du savoir entre des chercheurs français venus à Djibouti et qui croyaient découvrir au niveau du site d'Asakoma, dans le Gobad, découvrir quelque chose de particulier. Quand on s'investit dans une recherche, on n'est pas sûr de ce que nous allons trouver. Mais la passion, l'abnégation, les efforts ont été au rendez-vous, ont permis, à travers les résultats que nous allons partager aujourd'hui, les manuscrits qui ont été rédigés par divers chercheurs, qui démontrent la particularité de Djibouti, la particularité de cette histoire, djiboutienne certes, mais avant tout celle de l'humanité. Quand on pense que l'humanité est partie à partir de l'Afrique de l'Est, c'est quelque part des étapes qui se sont inscrites dans cette histoire que nous écrivons tous de l'humanité. À l'heure où on parle du numérique, on parle beaucoup de sciences dures, on parle d'évolution, de la 4e révolution, on a tendance souvent à négliger, à sous-estimer l'importance de la recherche archéologique, et c'est un tort. C'est un tort dans la mesure où aujourd'hui les changements climatiques nous permettent à réviser notre copie et à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces moments? Pourquoi des lacs qui étaient ici présents ont disparu? Qu'est-ce qui a fait que ces lacs ont disparu? En combien de temps ces lacs ont disparu? Comment les êtres humains se sont habitués? Et ce qui se passe aujourd'hui dans les changements climatiques avec ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, mais avec des effets que vous connaissez très très importants aujourd'hui et qui risquent à long terme, si on ne fait pas quelque chose, de hypothéquer l'avenir de l'humanité. La secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, accompagnée de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, a procédé hier donc à l'inauguration de l'antenne UNFD à Demerjoug. La cérémonie de l'inauguration a vu la présence donc des leaders communautaires et de la population locale. L'objectif étant donc d'offrir aux femmes un lieu de rencontre, de concertation, mais aussi un espace pour apprendre diverses formations telles que la couture, la broderie, l'alphabétisation et l'artisanat, qui constituent de ce fait un levier pour le développement social. À tour de rôle, les femmes donc ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction quant à cette initiative et ont assuré donc profiter au maximum. Elles ont aussi remercié la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour son engagement au profit des femmes. Rappelons que dans la matinée, une délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, donc accompagnée toujours de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, a procédé à l'inauguration des antennes UNFD dans les localités de Umar Djaga et de Laïta dans la région d'Arta.
Et dans le cadre de la réforme de Doing Business, l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, l'ANPI, a ce matin organisé un atelier sur l'obtention des prêts. Cette réunion a été organisée au Palais du Peuple autour des réformes retenues au niveau des critères concernant l'obtention de prêts. Le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, a parlé donc de tout ce qui relève de l'obtention d'un crédit. Il a été question également d'évaluer la protection juridique des emprunteurs, mais aussi des prêteurs dans le cadre des transactions au moyen d'un ensemble d'indicateurs. La réunion a vu la participation de hauts responsables des départements publics, parapublics et privés concernés, comme les secrétaires généraux des ministères, des investissements, de la justice, ainsi que le directeur général de l'ANPI. Le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Atoussé, qui constitue le partenaire principal de notre pays en matière d'amélioration du climat des affaires et de développement du secteur privé, et son staff qui ont activement donc participé à cette réunion. Et nous avons le cadre légal. Et le cadre légal, une partie est gérée par le ministère de la Justice, mais il y a une partie qui concerne l'infrastructure du crédit que gère principalement la Banque centrale. Donc si nous voulons améliorer l'environnement des affaires en ce qui concerne l'accès au crédit, la partie de la Banque centrale, je pense, est critique. Parce qu'on peut avoir des lois, mais si on ne les met pas en œuvre, ça n'a pas de sens. Donc cet exercice, on a eu le même exercice sur les autres indicateurs. Cet exercice est vraiment focalisé sur un des indicateurs qui est l'accès au crédit. Mais je pense qu'avec les travaux qu'on va avoir, on peut avoir nos 60 jours de sprint, pour ne pas dire 100 jours de sprint, pour arriver à positionner Djibouti parmi les réformateurs l'année prochaine. Et le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, a indiqué de son côté que selon le rapport de Doing Business, la République de Djibouti fait partie des premiers pays qui ont apporté des réformes administratives afin d'améliorer le climat des affaires. On écoute le gouverneur. Aujourd'hui, notre présence pour la Banque centrale et pour les banques de la place qui sont ici, je vois la BCI, qui participent activement à l'élaboration de ces textes qui nous permettront de gagner encore des points. Nous allons parler plus de registre des crédits et de registre des garanties. Ce sont des documents qui existent en partie, puisque nous avons une centrale de risque qui s'appuie sur d'autres centrales pour accompagner les banques dans les relations avec la clientèle, avec les entreprises. Ces différentes bases de données ont été réalisées et mises en place pour faciliter et centraliser les informations qui existent entre les banques et sa clientèle. Ce qui a été fait est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant au regard de ce qui s'est fait un peu partout dans le monde. Et nous devons améliorer notre environnement et travailler davantage sur ces outils qui sont bien utiles déjà. Donc, en intégrant un peu le calendrier d'exécution, de la coordination de différents points qui nous permettront de gagner des points pour améliorer encore le score de Djibouti dans les rapports Doing Business, nous avons élaboré un projet d'instruction qui permet de... Bon, c'est encore un premier draft, hein, donc nous allons certainement travailler ensemble avec vous et surtout avec les banques pour pouvoir mettre en place le 2 registres dans les délais prescrits, ce qui est ambitieux parce que c'est quand même un travail assez important, surtout pour le registre des garanties pour lesquels il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements qui sont encore en cours. Une délégation de l'université chinoise Hebei-Jiu, conduite par la vice-présidente Zhang Xiaoping, a effectué une visite de travail aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette délégation a d'abord été reçue par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, qui a évoqué le partenariat privilégié existant entre les deux pays, notamment dans le domaine du renforcement des capacités pour le développement socio-économique de Djibouti. Et par la suite, la délégation a été reçue par le directeur de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, M. Moussa Ali Megag.
et de son équipe. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans la perspective de l'élargissement du réseau de partenariat de l'Institut des études diplomatiques avec les grands organismes. Et à l'issue de cette réunion, le directeur de l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la vice-présidente de l'université de Hebei Jiao en Chine ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente jetant les bases d'un partenariat prometteur entre l'Institut des études diplomatiques de Djibouti et l'université de Hebei Jiao de Chine. Et dans ce mémorandum liant les deux institutions, il a été convenu de développer mutuellement le programme d'échange d'informations et de formation, notamment dans le domaine des relations internationales, de l'immigration, de l'intégration régionale, de la médiation, de la paix et de la sécurité. Et nos discussions, nous avons donc abouti à un accord en signant cet MOU. Donc c'est dans le cadre du partenariat privilégié qu'entretiennent entre nos deux pays, Djibouti et la Chine. C'est à travers cette coopération qu'aujourd'hui nous avons signé et qui nous a facilité donc cette signature. Donc je suis heureux de travailler donc avec votre université et faire des échanges d'étudiants, de professeurs. Déjà, nous avons Madame Li, qui est professeure chinois ici à l'Institut et qui vient de votre université et d'ailleurs qui a fait le contact ici pour que vous soyez ici aujourd'hui. Je suis très heureux. I'm very happy because she is the one who make the contact. Un atelier de lancement du programme de préparation de Djibouti avec le Fonds vert pour le climat s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement en partenariat avec le Centre de suivi écologique a pour objectif de faire connaître aux acteurs clés les opportunités offertes par le financement de FVC, le Fonds vert climat, en matière d'adaptation et d'atténuation. Cet atelier vise également de présenter le programme de préparation de Djibouti avec le Fonds vert pour le climat aux différents participants. Atelier qui a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, Dina Abdallah Omar, rappelant que le Fonds vert pour le climat est un instrument financier de convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il a été créé en 2010 par 194 pays et elle siège donc en Corée du Sud. Ce fonds vise entre autres à financer des projets d'adaptation et de projets d'atténuation de façon égale. Les défis auxquels les pays en développement comme les nôtres sont confrontés pour la mobilisation de ressources financières liées au climat se posent non pas seulement en termes de disponibilité des ressources, mais aussi et surtout en termes de capacité à aller chercher ces ressources. Il faut de bonnes politiques et stratégies, il faut des cadres de consultation multipartites fonctionnels, il faut de bonnes capacités techniques pour la formulation de projets bancables entre autres. C'est pour permettre aux pays en développement de créer toutes ces conditions que le Fonds vert pour le climat a mis en place son programme Readiness ou programme d'appui à la préparation. Les pays peuvent ainsi mobiliser jusqu'à $1 million par année pour renforcer les capacités de l'autorité nationale désignée, pour élaborer un programme pays, pour accompagner l'accréditation d'institutions nationales ou encore pour planifier l'adaptation. Et le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, a ouvert l'atelier. Il a rappelé que la République de Djibouti a élaboré en 2006 un plan d'action national pour l'adaptation qui visait à déployer des mesures urgentes d'adaptation. On l'écoute. Par des autres pays, Djibouti a fait face durant ces dernières décennies aux effets néfastes du changement climatique, notamment à travers des sécheresses récurrentes, des inondations et des vagues de chaleur sans précédent. Aujourd'hui, les dérèglements climatiques ne sont plus une hypothèse, mais une certitude. Pour y faire face, le gouvernement a développé un ensemble de documents de référence soulignant l'importance de renforcer la résilience des populations vulnérables et des écosystèmes fragiles face aux aléas climatiques et de promouvoir un développement sobre en carbone. En termes d'adaptation, Djibouti a élaboré en 2006 un plan d'action national pour l'adaptation qui vise à déployer des mesures urgentes d'adaptation. Ce plan avait identifié 8 projets prioritaires dans le domaine de l'eau, de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que les zones côtières. Pour financer tous ces programmes, plusieurs sources de financement ont été sollicitées par le gouvernement djiboutien. Nous pouvons citer, entre autres, le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds pour l'adaptation, le Fonds pour les pays les moins avancés, ainsi que des fonds des pays bilatéraux. Grâce à ces différents fonds, le ministère de l'Environnement
est en train de mettre en œuvre plusieurs projets d'adaptation au changement climatique dans les 5 régions du pays. Et a créé de nouvelles structures comme l'ODEC et l'ADME qui seront le bras de fer du gouvernement dans ses ambitions énergétiques. Pour nous aider à continuer dans cette voie, il existe un mécanisme financier prévu par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, à savoir le Fonds vert pour le climat. Ce mécanisme, lancé en 2010 et devenu opérationnel depuis 2013, a pour objectif d'accompagner les pays en développement à mieux mettre en œuvre leur stratégie de lutte contre le changement climatique. Santé à présent, l'hôpital régional d'Ali-Sabi a organisé dans le cadre des activités quotidiennes de l'équipe mobile une mini-caravane multidisciplinaire avec des médecins spécialistes dans la localité de Assamo. Cette caravane médicale a dispensé des soins au profit de la population de cette localité et de ses environs. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse, qui ont profité de cette mini-caravane. Des spécialités à savoir la consultation gynécologique, l'ORL, viscérale, l'ophtalmologique, pneumologie, stomatologie et pédiatrie ont été soignés donc lors de cette mini-caravane. 189 hommes et femmes, 97 enfants, 25 enfants vaccinés, 35 femmes enceintes donc auscultées, 157 moustiquaires distribués. Ainsi, durant la caravane, des femmes ont eu moustiquaires donc imprégnés. Cette sortie répondait à l'objectif du ministère de la Santé qui est de fournir une prestation de soins à l'ensemble de la population partout où elle est œuvre. Fait divers alors pour clore l'actualité nationale, un accident matériel donc de la circulation routière s'est produit donc ce mardi après-midi vers 17h sur la bretelle de Doralé. Il s'agit donc d'un camion Ben de marque Sinotroc transportant du remblai en provenance de Boulé et circulant vers Djibouti. Alors qu'il circulait dans la descente de la bretelle de Doralé, le conducteur du camion, donc roulant à une vitesse excessive au mépris des règles élémentaires de prudence, percute de plein fouet sur la droite un camion Ben qui s'engageait sur la route. Ce dernier ne s'est pas assuré donc qu'il pouvait le faire sans danger. Suite au choc, le camion en cause quitte sa voie et entre en collusion avec le remorque d'un camion citerne éthiopien transportant du carburant qui circulait normalement. Dans cet accident, les 3 camions impliqués ont subi des dégâts matériels très importants avec un déversement important également de carburant sur la chaussée. Les opérations de régulation ont été assurées par la gendarmerie de la brigade de sécurité routière du PK12 de 17h jusqu'à 4h. Heure à laquelle donc la circulation a été rétablie. Le haut commandement de la gendarmerie rappelle aux automobilistes, notamment aux conducteurs des camions de type Sinotroc, que la vitesse excessive est la cause principale des accidents mortels survenant sur nos routes en dehors des zones urbaines. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Hussein. Donc, Hussein, les délégations arrivées donc à Sochi concernant les négociations sur la Syrie à la veille d'une réunion devant réunir les représentants de la société civile et politique syrienne pour faire avancer le règlement pacifique mais boudé par les principaux opposants et les Kurdes. Justement, donc, Ahmed, cette réunion a été convoquée à l'initiative de Moscou, principal donc soutien de Bachar al-Assad, avec l'assentiment de Téhéran et d'Ankara, avec pour objectif de définir une nouvelle constitution pour le pays. Ce sujet était donc également au centre des discussions infructueuses ce jeudi et vendredi à Vienne. Les Kurdes donc ont annoncé dimanche qu'ils ne se rendraient pas à Sochi, accusant donc la Russie et la Turquie de s'être mis d'accord sur Afrin, enclave kurde du nord syrien, cible d'une offensive turque donc depuis plus d'une semaine. Plus d'une trentaine de groupes rebelles syriens ont également décliné l'invitation russe. Et malgré ce refus, plus de 1500 personnes sont attendues sur plus de 1600 invitations lancées, assure donc le représentant du Kremlin pour la Syrie. Donc l'agence ETA, y compris de Kurdes, dont il n'a pas donc précisé l'affiliation. Merci Hussein pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.